Bonjour à vous, le temps d'un point. Après la vidéo que j'avais publiée jeudi dernier, Peur ou psychose autour du coronavirus, que j'avais développé sur pas mal de thèmes, j'avais essayé d'être un peu circulaire sur plusieurs approches, sans grand axe précis. Aujourd'hui, je vais parler surtout celui du confinement, dans lequel nous nous trouvons, quels sont ses impacts au niveau sanitaire extérieur et quels sont les impacts sur nous qu'ils vivons de manière recroquevillée sur nous. Et donc j'appelle cette thématique-là confinement, panique ou sagesse. Alors évidemment, je vais développer pourquoi j'ai choisi ces deux mots-là. Alors dans la dernière vidéo, j'avais été clair sur trois choses que j'avais détaillées. J'avais fait plus de 3 points, mais j'avais mis 3 points en avant. La première chose, qu'il ne fallait pas confondre le virus avec la grippe, comme c'était souvent le cas, ou dans les médias, ou dans la bouche de même de certains spécialistes ou du grand public, que potentiellement il pouvait être mutagène, ce virus. Et puis, j'avais surtout mis en avant, j'avais fait 3 points de constat, et dont un sur le constat systémique, qui visait à dire que nous n'étions pas prêts, nous ne sommes pas prêts, et nous ne serons pas prêts à répondre, parce que tout simplement nous avons un système hospitalier exsangue, et j'avais affirmé que des centaines de personnes allaient mourir à l'hôpital, essentiellement par défaut d'être pris en charge et par manque de soins. C'est pas par incapacité à les soigner, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits. Enfin, je détaillerai tout ça dans la vidéo, mais j'avais vraiment insisté là-dessus. C'est une chose d'avoir une contamination, j'avais fait la différence entre contagion gravement mortelle et contagion au spectre très large. Donc là, en l'occurrence, il y a un taux de mortalité qui n'est pas hyper élevé, par contre ça se contamine très vite. Donc on va développer ça. Alors, et que du coup, même si on pourrait facilement soigner ces personnes-là, à l'hôpital, je rappellerai quelques chiffres, on peut simplement pas les prendre en charge. Donc, déjà là, au tout début de l'épidémie en France, vu qu'on choisit qui va vivre et qui va mourir, je reçois des notes internes de médecins ou d'hospitaliers qui mentionnent cela et qui commencent déjà à craquer et à pleurer. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant puisqu'il y a une crise de l'hôpital depuis des années, mais je reviendrai dessus. Le troisième point que j'avais abordé aussi, c'était de ne pas succomber à la peur, à la psychose. Et donc je vais réinsister là-dessus. Parce que je pense que ça n'a pas été compris. Et j'en profite pour dire que j'ai bien lu les commentaires qui m'interpellaient par rapport à la grippe espagnole, sur ce que je disais sur la virulence d'un virus, ou enfin sur le parallèle que j'avais fait. Alors je me dis, ouais, vous n'êtes pas virologue. Je sais juste lire des courbes de compte-rendu de virologues qui affirment cela. Évidemment, je ne suis pas virologue, je ne suis pas médecin, on me le dit, mais je sais lire des compte-rendus de spécialistes, je sais recouper des informations. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes dans la vidéo qui avaient dit « Oh, il a l'air tout tristonné et tout ». Oui, pour parler, il faut se renseigner. Et se renseigner, ça prend du temps. Donc, évidemment, je ne fais pas dans la simplicité, entre guillemets. Donc, ce que je dis, j'essaye de le sourcer. Et donc, je vais prendre un temps, une vidéo à part, ça me donne l'occasion, ces questions-là sur la grippe espagnole, pour en parler. Déjà, vous le savez, j'adore l'histoire. Et ça sera très intéressant de faire un parallèle avec le coronavirus pour plein de choses, notamment pourquoi il y a eu de jeunes Italiens qui sont décédés du coronavirus. Je recouperai des informations, donc je vous invite à la regarder. Je vais l'enregistrer dans la foulée de celle-ci. Et puis comme ça, ça permettra de faire un point de vue historique sur la grippe espagnole, et puis comment en fait on agit, ou on n'agit pas, ou on agit mal sur un virus. Donc merci à vous pour vos remarques sur la grippe espagnole qui vont me permettre de faire cette vidéo. Alors, je devais faire, normalement, cette vidéo-là, telle que je l'avais promis, devait être une vidéo sur l'optimisation du système immunitaire. Donc je l'ai enregistrée, je l'ai montée, je l'ai étalonnée, je l'ai mis en libre sur YouTube, j'ai fait une vignette, mais je ne vais pas la diffuser. Pourquoi? Parce que je préfère faire une vidéo sur le confinement actuel, et surtout, à un moment donné, de me placer d'un point de vue non corporel. C'est-à-dire en dehors de la matière, puisque là, dans le confinement, on ne va plus être là-dedans, entre guillemets. Et puis, j'ai vu que Thierry Casasnovas a sorti une vidéo sur le système immunitaire. Je l'ai regardée en pointillé. Et je pense que nos avis se rejoignent là-dessus. Donc, je vous invite à aller la regarder, puisqu'il a l'air de bien la détailler d'un point de vue physiologique et au niveau de l'action par rapport à des principes naturels. Voilà, et moi, j'ai pas envie de
j'ai envie de me concentrer sur autre chose, c'est beaucoup dans le mental, il y a beaucoup d'infos, et là je vais essayer de... Je pense pas qu'on en soit... Enfin, il y a déjà des infos sur le système immunitaire, je pense qu'il y a des très bons naturopathes, comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui a 15-20 fois plus d'audience que moi qui a fait quelque chose, et j'imagine que nous avons des gens qui nous regardent communément, il n'y a pas besoin de faire doublon. Par contre, j'aimerais inviter à un positionnement, une réflexion autre, sur un aspect plus... non plus intellectuel, mais plus de l'ordre du psychisme, de l'esprit, et même avec une tournure spirituelle, évidemment, parce que ce confinement va nous renvoyer à tous ces états-là. Je réaffirme, tel que je l'avais dit et enregistré la semaine dernière, que la psychose et la peur ne servent à rien. Et certains m'ont dit que j'étais irresponsable, inconséquent, allant même jusqu'à dire que je devrais être jugé pour mise en danger de la vie d'autrui. Je pense que ces gens-là se sont juste basés sur le titre et ont amalgamé beaucoup de choses. Je ne crois pas avoir été imprudent, bien au contraire, puisque j'ai dit dès le départ qu'il fallait faire le distinguo, comme j'ai dit, virus-grippe. J'ai dit dès le départ qu'il y avait des constats systémiques à en tirer et que nous étions à côté de la plaque totalement, et je vais détailler pourquoi. Et justement, faire de la pédagogie, c'est contrecarrer la psychose et la peur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire encore ici. Donc merci d'écouter la vidéo jusqu'au bout, merci d'écouter son contenu, et merci d'essayer de ne pas amalgamer, puisque chaque mot a son utilité. Alors j'ai vu que certains m'avaient repris sur le fait, eh bien des fois quand on parle, je vous invite à faire l'expérience de parler devant une caméra, et comme vous le voyez, je ne fais pas de montage, donc des fois on fourche sur des mots, on accroche mal. Là je regarde une caméra, c'est antinaturel au possible, donc j'ai dit il y a 8 fois moins de ventes pour le Corona, la bière Corona, et j'ai fourché en disant 1 ou 2 fois 800%, alors là il y a des mathématiciens qui sont pris. Je ne crois pas que c'était le but de cette vidéo, mais on peut ergoter sur tous les détails. Je sais pas, j'ai une petite mèche, je suis déboutonné, je vais faire une faute d'accord. Si on en est encore là, ça pose un vrai problème. Je pense qu'on a d'autres problèmes que les fautes d'accord et les calculs mathématiques sur quelque chose qui concerne les chiffres de vente d'une Corona. Accordons-nous plutôt sur les chiffres de contamination, de décès, pourquoi, comment, quel calcul, etc., etc. Là, je veux bien. Bref, allons à l'essentiel, et je répète que ne pas avoir peur, ce n'est pas être inconscient ni inconséquent. Par contre, l'inconscience et la conséquence, je pense que notre gouvernement s'en charge extrêmement bien depuis des semaines, car on sait que cette crise potentielle se profilait et que gouverner, c'est prévoir. J'ai insisté, je le répète, sur le fait que le système et les mesures étaient en berne et que les personnes allaient mourir, autant par manque de soins que par incapacité à les soigner. Petite parenthèse, et chacun y comprendra ce qu'il veut à travers de ça en parlant d'inconséquence et d'insouciance. J'avais parlé de l'hypocrisie qui régnait autour du tabac et de l'alcool, et j'avais précisé que depuis le début de l'année, 20 000 personnes étaient décédées de consommation d'alcool et de tabac. Donc, j'avais dit 20 000 morts cumulées. J'avais précisé que ce n'était pas un problème de santé publique pour le gouvernement, puisque l'État se faisait des milliards grâce à cela. Eh bien, on apprend que dans tous les commerces indispensables qui doivent rester ouverts, les tabacs et les débits de boissons sont considérés comme indispensables dans cette période de crise sanitaire. Donc, rendons les drogues accessibles, en période de crise sanitaire, c'est très bon, et surtout quand il y a des affections sur les poumons, donnons libre cours à l'utilisation du tabac, surtout quand les gens vont être tranquilles chez eux, à rien pouvoir ou savoir-faire et à stresser. On se doute bien qu'il va y avoir une consommation accrue. Donc chacun voit ses priorités. Alors j'aimerais que les personnes qui me fustigent, soi-disant pour potentielle inconséquence, et dans des proportions équivalentes, quelques velléités envers nos gouvernants. Alors on va faire quelques petits rappels chronologiques utiles sur quand je dis et j'affirme que la crise n'a pas été prévue et aurait pu être enrayée très facilement et on n'en serait pas là. En février, je me souviens que Madame Hendaye et Madame Buzyn rigolaient sur les plateaux de télé des virus et plaisantaient sur l'inutilité des masques. Depuis des semaines, les hospitaliers tirent la sonnette d'alarme et s'en retrouvent à acheter aujourd'hui du matériel eux-mêmes. Nous sommes face à un système de santé agonisant, complètement exempt, comme je le disais, et donc en 6 ans, 18 000 lits de nuit ont été supprimés. 18 000 lits, peut-être qu'on en aurait besoin aujourd'hui. Il n'aura échappé à personne que les urgences sont en grève depuis des mois et des mois et des mois, qu'on n'arrive pas à se faire soigner aux urgences, donc évidemment qu'un micro-débordement
conduit à une faillite totale du système. On manque de soignants, on manque de prise en charge, on manque de lits, on manque de réactivité aux urgences, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel hydroalcoolique, on n'a pas de capacité de dépistage. Évidemment que c'est le bordel. Et comment ça peut être autrement? Donc là, je dirais, c'est même plus une question de virus, c'est une question de système. Alors, dire qu'on concerte les scientifiques, parce que c'est ce que notre président a dit, je ne sais plus quand, mercredi dernier, là, qu'il a concerté les scientifiques, mais moi, de ce que j'écoute, les scientifiques et les médecins exhortaient, par exemple, à ne pas réaliser les élections. Alors, les maintenir à tout prix, pour qu'on soit sans doute annulé, c'est continuer à mépriser les médecins qui réclament des moyens depuis des mois. Alors, on est au-delà de l'amateurisme, on est au-delà de l'irresponsabilité. Donc, je répète, pénurie de tests, pénurie de masques, pénurie de gel hydroalcoolique. Il y a une chose très simple qu'aurait pu être mise en face en prévention, qui n'aurait que peu impacté la vie des gens, c'est la distanciation sociale, qui a fait ses preuves. Vous pouvez trouver sur Internet des courbes de statistiques qui montrent que quand on éloigne les gens, quand on dit simplement sans bloquer la vie civile, eh bien, la contamination diminue, mais elle est proche de zéro. Et là, tout continue, et même, eh bien, on a presque encouragé les gens en donnant le signal d'aller voter. Je vais revenir dessus. Quelques chiffres. 81% des cas sont bénins dans les gens qui sont contaminés qu'au des effets. La maladie ne provoque aucun symptôme ou est absolument bénigne dans 81% des cas. Dans 14% des cas, elle peut provoquer une pneumonie, et dans les 5% des restants, elle peut devenir critique, voire mortelle. Donc, les gens guérissent. Ça, c'est un fait. Les médias ont parfois tendance à rendre compte de l'augmentation des cas confirmés et du nombre de décès. Mais la majorité des gens guérissent. Il y a 13 fois plus de guérisons que de décès. Et cette proportion de guérison, elle est en augmentation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que 3% des cas concernent les gens seulement de moins de 20 ans, et que la mortalité chez les personnes de moins de 40 ans est de 0,2%. Donc, on est sur des personnes à risque qui sont très, très, très réduites dans la population. Les personnes âgées, comme je disais dans la première vidéo, moi, la question que je me pose, c'est quand on a des personnes à risque, on les confine. On les confine par prévention dès le départ. Si ça ne concerne qu'une toute petite tranche de la population, en gros, les personnes de 65 ans qui ont déjà des problématiques, donc qui sont vulnérables au niveau de leur système immunitaire, ou alors celles qui ont des maladies chroniques, eh bien, on dit à leurs proches de faire attention, l'isoler, c'est ce que je disais. Donc je ne vois pas en quoi c'est être inconséquent en dire ça, c'est faire preuve de non-sens. Je ne crois pas avoir entendu le gouvernement dire ces choses-là, ou même encore maintenant. Nous devons protéger les plus faibles, donc les mesures de confinement aujourd'hui sont totalement disproportionnées, parce qu'on a laissé s'échapper un virus qui était parfaitement maîtrisable, simplement en confinant les plus faibles, et par mesure de précaution, en pratiquant la distanciation sociale. Et on n'aurait pas fermé d'entreprise, et on n'aurait rien fait de tout cela. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur les exemples asiatiques, je reviendrai dessus, où différentes prises en charge ont été faites. Donc on peut faire une synthèse, faire des éléments comparatifs entre la capacité de prendre en soin, la qualité des hôpitaux, la capacité de transport, la capacité de réagir, la capacité de faire des tests, la logistique, etc. Enfin, on va dire, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent dans ce pays, et j'imagine qu'ils ont simulé tout ça. Au lieu de cela, on a créé de vrais incubateurs à virus, c'est-à-dire des bureaux de vote, c'est-à-dire des gens qui va voter. Qui va voter en ce moment? Déjà la politique, la plupart des gens s'en moquent. Il n'y a que les vieux de la vieille qui y vont encore. Et j'ai des exemples proches autour de moi de gens à risque qui ont été votés. Je rappelle que le virus reste en suspension plusieurs heures et quasiment une journée sur du papier. Donc on manipule du papier, on hésite, on est dans un isoloir. Bref, c'est le bon sens. C'est le bon sens absolu. C'est-à-dire qu'on aurait voulu faire proliférer le virus, on ne s'y serait pas pris mieux. Et je rappelle que certains masques ont été réservés aux opérations de scrutin, alors que les professionnels de santé, toutes branches confondues, en sont totalement dépourvus. Dans les services, notamment hospitaliers, les masques sont rationnés, à la fois pour les patients et pour le personnel. On doit choisir qui porte un masque dans le personnel, et on leur demande de le laver eux-mêmes, parce qu'il faudra les changer régulièrement. Tous les médecins et hospitaliers s'accordent sur le fait que si de réelles mesures avaient été prises plus tôt, la gestion du flux croissant des patients aurait été beaucoup plus efficace et simple. Simplement par le fait distanciation sociale et confinement des personnes à haut risque.
puisqu'on a les courbes, on voit qui est impacté, et j'ai donné les chiffres. On avait la chance, entre guillemets, que les Italiens essuient les plâtres avant nous et nous montrent la voie à ne pas suivre. On est en train de faire absolument pire. Les Italiens se sont mis en quarantaine, ils ont fermé la frontière dans les entrées, dans les sorties, pardon, et nous, on laissait ouvert de l'autre côté. Ils ont débloqué, je crois, près de 10 milliards pour essayer d'endiguer le problème. Je ne vois pour l'instant aucun moyen qui a été déclenché, peut-être ça m'a échappé, il n'y a même pas un masque. Et là, ce qu'on va se retrouver, c'est que, bien sûr, il va y avoir de plus en plus de morts. Comment ça va être possible? Les médecins vont devoir, avec un pauvre petit masque qu'ils lavent eux-mêmes, traiter des personnes à la fois avec le Covid-19 et enchaîner une consultation avec quelqu'un qui a une leucémie, ou qui est en radiothérapie, ou en chimiothérapie, donc qui a un système immunitaire à zéro, et c'est ceux-là qui vont mourir. Mais comme de n'importe quelle affection. Je dirais que ça pourrait être une grippe saisonnière ou n'importe qui, ces gens-là vont mourir. Et il va y avoir de plus de médecins et de soignants contaminés qui vont devoir être mis en quatorzaine. Donc ça fera de moins en moins de monde et on aura des courbes qui se croisent avec la capacité de prise en charge, alors que des mesures simples auraient été suffisantes. Je rappelle aussi quelques chiffres. En Allemagne, il y a plus de 3000 cas pour 6 décès. En France, on a moins de 3000 cas pour 61 décès. Ça, c'est les chiffres d'il y a 2 ou 3 jours. Si on calcule un petit peu, on va rester dans les calculs, c'est proportionnellement 12 fois plus de morts. Alors, il faudrait comprendre pourquoi et comment. Pourquoi de l'autre côté de la frontière, on meurt 12 fois moins. Ça, j'ai donné quelques pistes dans la vidéo précédente. Chacun fera son idée. Mais ça serait intéressant de chercher qu'on nous donne quand même des explications. Donc, ce confinement qui aurait pu être pertinent mais comme n'importe quelle prévention qui aurait pu être sur la grippe, la grande épidémie de grippe, les vieux, restez chez vous. Je veux dire, ça serait passé tranquillement. Et bien là, on va avoir un confinement collectif qui va durer des semaines. Et voilà. Et donc, moi, à titre personnel, je suis en confinement autonome depuis vendredi matin. Je ne fais pas pour moi, ni pour ma santé, ni parce que j'ai peur. Simplement parce que je suis un vecteur potentiel pour le faible, puisque aujourd'hui on a dépassé un seuil qui aurait pu être maîtrisé. Je le fais par civisme, je le fais par humanisme, et parce que dans ma conception du monde, le privilégié secourt le faible, à tout niveau. Là c'est au niveau sanitaire, mais ça pourrait être au niveau financier ou d'autres niveaux, enfin bref. On pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Ça s'appelle le civisme, mais j'appellerais ça aussi de la fraternité. Je passe mes journées depuis une douzaine d'années à m'occuper, à m'entretenir ma santé. Ça fait plus de 12 ans que je travaille à mon domicile. Je vis plutôt comme un ermite. Ça ne change pas grand-chose pour moi, cette situation-là. Par contre, je me suis mis en retrait pour les autres, de mon plein gré. Et de même façon que de mon plein gré, j'ai annulé un stage qui devait avoir lieu cette semaine pour les autres. Et parce que il était évident que les mesures qui vont arriver dans les prochains jours arriveraient. Le confinement, c'est uniquement l'aboutissement de l'échec de la prise de mesures simples, extrêmement peu coûteuses, qui n'ont jamais été prises. Il y a eu zéro prévoyance, zéro action, et on voudrait propager ce virus qu'on s'y prendrait pas mieux, parce que rien n'a été fait. Donc là, on se retrouve, eh bien oui, à devoir agir dans l'urgence, être au pied du mur, à prendre des mesures exceptionnelles, et puis un confinement pour plusieurs semaines. Une économie dévastée, des gens qui dépriment, des gens isolés, des gens qui vont mourir d'isolement et pas du coronavirus. Et c'est une gabegie totale. Est-ce qu'on doit avoir peur pour autant? Eh bien, je parlais de fraternité, de civisme. Eh bien, je pense que dans les prochains jours, nous allons vivre des choses violentes et éprouvantes intellectuellement, peut-être physiquement. C'est une inconséquence d'état qu'on va tous avoir à assumer. Alors notre intellect, il va aller naturellement vers l'angoisse, la colère, la panique, pour nous, pour nos proches, pour notre travail, pour l'avenir, pour ce qu'on a en banque. Et c'est normal, puisque ce n'est pas qu'un virus, c'est une crise, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique qui est couplée à une crise sanitaire qui s'additionne et se multiplie à des crises sociales et politiques qui sont larvées et actives depuis des mois. Donc ça, nous le subissons. Eh bien, tout ce catalyseur va faire qu'on va être dirigé vers l'angoisse, la panique, la psychose et la peur. Pour autant, je maintiens, nous ne devons pas, et nous n'avons pas à aller vers ces trois choses-là. Nous devons aller vers une chose qui est opposée, et cet opposé, ça s'appelle la sagesse. Alors, la sagesse, elle n'est pas
intellectuelle, elle est dans l'esprit. Et c'est à ça que je voudrais inviter, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Et je réinsiste, pour ne pas faire de confusion, que ne pas paniquer ne veut pas dire être conscient ni responsable. Je n'ai pas peur aujourd'hui. Par contre, je peux avoir peur intellectuellement ce qu'il va y avoir après ce virus. Ce virus-là ne me fait pas peur en tant que tel. Et même si je suis absolument empathique et effroyablement sidéré par les morts qui vont l'être par absence de mesures simples, je répète, des mesures simples. J'ai mis une bougie parce que nous sommes tous chez nous, et c'est pour penser à chacun que je mets une bougie, mort comme vivant. Et je vais parler du fait de l'importance de se sentir vivant dans tout cela. Donc moi, c'est l'après auquel je pense. Cet après-là, avec un bruit de bottes, qui ne me rend évidemment absolument pas joyeux, mais comme j'imagine 100% d'entre nous. Pour ce confinement qui est subi, je nous invite, cette crise nous invite, en étant cloîtrés, à ne plus aller vers l'extérieur, et donc à aller vers l'intérieur, en nous-mêmes. Bien sûr, on peut choisir d'aller sur Netflix, bien sûr, on peut choisir de s'abreuver de BFM, on a ce loisir-là. Je reviendrai peut-être ce que je vous avais dit dans la vidéo du mois de mars de présentation, que j'avais prévu 2 vidéos sur le divertissement. Je vais avoir le temps de les faire, du coup, parce que c'est d'actualité et que surtout, j'ai annulé un stage, même si j'ai beaucoup de travail. Nous pouvons observer le temps d'un réel accablant et prendre la mesure de ce qui se passe. J'ai dit ce sont 4 crises. Plus que la crise sanitaire, interrogeons-nous sur les 3 autres. On va être, si on va fouiller au fond de tout ça, on va ressentir de la désolation, de la perdition, car c'est évidemment qu'un début. J'espère que ça n'échappe plus à personne. Donc, de mon point de vue, intellectuellement, et j'espère me tromper, plus rien ne sera comme avant. Et vu les mesures prises actuellement, ça s'annonce compliqué, et quand une chose, je dirais, où il y a un intérêt est abouti, c'est dur de revenir en arrière. Donc, voilà, bref, je laisse le soin à chacun de réfléchir et de mettre derrière mes mots ce qui lui vient. Mais il faudrait quitter le champ de l'intellect et de cette peur pour revenir rapidement à l'esprit, en dehors du champ du corps. Quelle opportunité pouvons-nous avoir de tout ça? Il faut toujours voir le côté positif. Nous sommes vivants, donc nous tendons vers la vie. Quel est le côté positif de tout cela? Eh bien, il va falloir à un moment ou à un autre, individuellement, remercier cette crise et cet isolement qui va nous permettre une introspection salvatrice, qui va nous permettre de descendre en nous-mêmes, qui va nous permettre de nous éloigner des peurs du corps. En sortant de ce confinement, je ne sais pas quand, je pense que ça va durer 4, 6, peut-être 8 semaines. Eh bien, plus que le pardon envers ceux qui nous ont amenés ici, au-delà de toutes les hypothèses, réflexions qu'on peut avoir sur qui, comment, pourquoi, eh bien, il faudra pardonner, et il faudra aller jusqu'à aimer. Je ne vois intellectuellement et ressenti aucune autre issue à cela. Leur irrespect de la vie, il faudra qu'on l'embrasse, et que nous, on propose quelque chose d'autre. Mais il me semble important qu'on fuit dans la solitude pendant ce laps de temps-là, mais fuir dans la solitude, ça ne veut pas être en isolement. Je pense qu'au contraire, il faut développer plus de fraternité que jamais, plus d'empathie que jamais, plus de liens que jamais. C'est ce qui est offert. J'ai fustigé la 5G, j'ai fustigé les ondes électromagnétiques. Chaque chose malheur est bon. Les télécommunications vont nous permettre de rester en lien, pas pour se propager des informations de peur, mais pour se donner de la force, pour se donner de l'amour, pour se donner de l'espoir, pour commencer à réfléchir à un mode de vie autre pour demain, puisque, je le répète, je pense que plus rien ne sera pareil. C'est une crise sans précédent, et ce n'est pas la crise sanitaire qui m'alarme, c'est la crise économique, sociale et politique qui va s'en suivre. C'est à nous, une fois libérés du corps, que nous devrons agir avec notre esprit, retourner vers la nature, retourner les uns vers les autres autrement, et surtout de ne plus être dupes d'aucun cirque que ce soit. Nous consommerons plus juste, nous tenterons de fraterniser plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.
je pense qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. Il n'y a rien d'autre à faire et il n'y a aucun plan B à part cela. Alors, on peut avoir de la haine, on peut avoir de la colère, on peut se faire arracher des mains, on peut se faire crever des yeux, mais apprenons dès maintenant à consommer autrement, à réfléchir autrement, à agir autrement. On n'a pas le choix que d'utiliser et de bonifier le temps qui nous est donné. L'isolement, ça ne doit pas être s'isoler, ça ne doit pas se refermer, mais ça doit surtout être solidaire. En esprit, en pensée, en action. On a vu des comportements inconséquents de personnes qui, vecteurs sains potentiels qui allaient se mêler. On peut voir aussi des comportements joyeux, il y a de tout, et il n'est jamais trop tard pour agir. Alors ça ne va pas demander des efforts, ça ne va pas demander beaucoup d'efforts, ça va demander des efforts colossaux. Il n'y a pas à baisser les bras. Je dirais qu'on peut le faire ensemble, on peut agir ensemble, on peut réfléchir ensemble, on peut ressentir ensemble. De mon point de vue, par rapport à ma foi et ma spiritualité, je dis que nous avons déjà gagné, tout simplement parce que nous sommes en vie, puisque nous rayonnons, possiblement, et qu'on peut être isolé, on sent quand même une présence à l'intérieur de nous qui est capable d'abattre ces murs. Pour ceux qui ne l'auraient pas, tournez-vous vers des choses inspirantes, des lectures, des récitations, des films, des personnes. Inspirons-nous les uns les autres. Je vous avais dit, début mars, merci de vos messages de soutien. Nous vivons tous des crises existentielles à différents niveaux que ce soit. Nous doutons tous pour aujourd'hui, nous doutons tous pour demain, pour nous, pour nos proches. Je pense aux personnes dépressives, je pense aux personnes âgées qui sont isolées, qui sont fragilisées et qui vont subir plus que les effets du coronavirus. Je pense au nombre de suicides qui vont exploser, aux prises médicamenteuses, aux agonies lentes, je pense aux gens qui vont se ruer faire les débits d'alcool, je pense aux toxicomanes qui n'auront plus de drogue, je pense à toutes ces personnes-là, mais je pense à tout le monde en définitive, et cette mesure radicale, nécessaire ou pas, on ne va pas discourir, en tout cas, qui est le fruit d'une inaction énorme. Aujourd'hui, nous la subissons, nous n'avons pas le choix, et si l'armée demande dans les rues en nous intimant de rester chez nous, nous la subissons. Eh bien, je dirais, faisons mieux, recentrons-nous, vivons notre spiritualité le plus souvent, partageons-la avec ceux qui partagent notre foyer, ceux qui sont seuls, eh bien, unissez-vous à distance à d'autres. Plein de courage à nous.